en direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un gars, aïe aïe aïe, c'est un tonton. Eh ouais, c'est Claudicia. Comment va? Écoute, ça va, merci, merci de m'accueillir. Lorsque tu dis un tonton, un jour, à une époque, je disais, ouais, grand frère, ouais, le papa, tonton, un jour sera grand-père. Non, ben là, ça y est, aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale parce que d'habitude, c'est pas sur ce format-là. Ouais. Et là, c'est sur une réflexion que je t'invite. Déjà, là, on va demander de te présenter pour ceux qui te connaissent pas, tu vois, pour la jeune génération. Ah, moi, je suis au-delà de mon nom, Claudiciard, moi, je suis un afro-caribéen de la Guadeloupe, né à Paris, ayant grandi une partie, en tout cas, de mon enfance dans un petit village de Haute-Provence. J'étais dans une famille d'accueil. Non pas que ma mère ne s'occupait pas de moi, nous on était élevés par notre mère, mais parce que c'était dans la séparation entre mon père et ma mère, c'était extrêmement difficile. Et ma mère, voulant nous protéger, nous avait donc mis dans cette famille d'accueil et qui sont devenus des parents pour moi. Et d'ailleurs, Henri, donc comme un deuxième père pour moi, est parti il y a quelques jours. Ouais, merci beaucoup, c'est la vie. Et je dis toujours aux uns et aux autres que je suis composé de toutes ces terres-là. Je suis de toutes ces terres. Mais le socle de mon identité, ou est le socle de mon identité, c'est mon afro-caribéanité. Et là, tu m'as dit Henri, il est décédé. Ouais. Et Henri était quelle origine? C'était un Français? Il était français, blanc. Non, tu vois, lorsque tu dis français déjà, mais on va commencer peut-être à entrer dans le vif du sujet, mais quand tu me dis français, c'est une copine qui me disait ça l'autre jour. Elle me dit, ouais, ma copine est avec un Français. Je lui dis, c'est-à-dire? Bah, avec un Français. Je lui dis, bah, moi aussi, je suis français. Donc, c'est quoi un Français? C'est Un vrai. blanc? Tu vois? Voilà, Mais à la limite, il faut dire les choses. Si tu veux, donc Henri et Simone, effectivement, étaient blancs, agriculteurs, viticulteurs. Lorsque je suis arrivé dans leur famille, dans le village de 95 habitants, Pierre-Longue, il n'y avait pas de noirs dans ce village. Et des gens du village n'avaient jamais vu de noir en vrai, ce qui fait que tout le monde défilait dans la maison pour voir le noir. Pour voir, oh, le petit noir, oh, il est mignon pour un noir. Et j'avais eu droit à ce genre de truc. Ah, mais est-ce que ça fait pas un peu phénomène de foire ou le zoo? Ouais, mais lorsque tu as 9 ans, moi, je m'en suis rendu compte, mais je ne l'ai pas mal vécu. Lorsque je dis je n'ai pas mal vécu, c'est-à-dire que j'ai eu une distance avec ça. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, à mon âge, et d'avoir ce recul sur cette période-là, et de me dire que j'étais conscient. Bien sûr que j'étais conscient des choses. Et c'est à cette période-là, d'ailleurs, que j'ai compris, que j'ai reconnu l'odeur du racisme et la violence que pouvait engendrer le racisme. C'est vraiment à ce moment-là. Et puis ma mère, qui est donc à Paris, mais évidemment qui s'occupait de moi, même si j'étais très loin, m'avait abonné au courrier de l'UNESCO. Et c'est dans un article du courrier de l'UNESCO que je lis que le salaire d'un mineur noir en Afrique du Sud est inférieur à 50% à celui d'un blanc parce qu'il est noir. Donc, et là, mon esprit s'ouvre. Je me dis, d'accord, je comprends mieux maintenant dans quel monde je vis. Et Henri et Simone, face même au racisme de certains du village, ouais, ils m'ont toujours protégé. Est-ce qu'il y en a qui venaient... Et je voudrais juste terminer sur ça. Au moment où je suis en pension, est diffusé pour la première fois en France Roots, Racines, qui est issu du livre d'Elvin Ailey où il raconte l'histoire de sa famille. Eh bien, il me disait, il faut que tu regardes. Alors qu'il ne connaissait rien à ces histoires-là. Mais il comprenait l'importance que ça avait pour moi, alors que j'étais un gamin. D'accord. Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient te passer la main dans les cheveux? Oui, bien sûr, j'ai connu ça, bien sûr. Mais c'est terrible. Mais je voulais pas qu'on touche ma tête. Si je te montre des photos de cette époque-là, au moment où je suis en pension, tu vas voir déjà, même sur ma tête, tu vas voir que je suis fâché. Tu vas voir que déjà, dans mon regard, mais moi je m'en rendais pas compte, et lorsque j'ai publié cette photo il y a à peu près 2-3 ans, les gens m'ont dit, mais dans ton regard, on voyait déjà que tu étais quelqu'un de déterminé. Et c'est vrai. Alors, et après, toute ma vie est dictée par ça, a été dictée par ce rapport entre les êtres humains. Et parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, parce qu'ils n'ont pas la même religion, parce que socialement ils sont différents, il y a donc une hiérarchisation qui se fait.
et une violence qui s'exerce sur les plus faibles et les plus vulnérables. Et ça a conditionné ma vie pour me dire, je veux faire un métier où au départ, c'était où j'échappe à ça. C'est pour ça que je suis entré dans le monde artistique, la danse et tout cela. Et après, plus tard, où je veux dénoncer ça, combattre ça et trouver des solutions. Et dans ma vie, j'ai réalisé beaucoup de choses qui, pour moi, étaient des pierres que je posais pour que les uns et les autres arrivent à se regarder, à se comprendre. Mais parfois, ça a été mal perçu. D'accord. Et là, le thème ce soir que je voudrais évoquer avec toi, c'est les Noirs sont-ils les derniers du monde ou le paillasson du monde? C'est une question. C'est pas une affirmation, c'est une question. Et comment on voit les choses? Pourquoi je dis ça? C'est parce que, vu les actualités, Ah, mais je sais pourquoi tu le dis. Ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé au Maroc, en Tunisie, et voire d'autres pays. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Alors, dans ta question, il y a un mot qui est très intéressant. C'est le mot paillasson. Et tu parles effectivement, on est dans une actualité. En réalité, si les Noirs n'étaient maltraités que dans une actualité récente, à la limite, on pourrait régler le problème et tourner la page. Le problème, c'est que la page à laquelle tu es, si tu reviens en arrière, les pages précédentes sont tout aussi sombres, tout aussi parsemées d'épisodes de racisme, de mépris. Je parlais de hiérarchisation tout à l'heure, mais d'avilissement. Le mot paillasson, je l'ai employé en 1997, si ma mémoire est bonne, dans un article. C'était un article de Afrique.com, qui était le premier site vraiment, et je pense à Hervé Bourges, paix à son âme, et c'était le premier site vraiment qui traitait des personnalités, des diasporas et pas seulement, du continent également, et de culture et pas seulement de culture. Et je dis dans cet article, et d'ailleurs il l'avait repris dans le titre, nous ne devons plus être les paillassons de la République. On est en 97. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et tu emploies le terme de paillasson. Parce que rien n'a changé. C'est pas que rien n'a changé, parce qu'il y a une véritable prise de conscience des uns et des autres. Mais dans cette prise de conscience, et des victimes elles-mêmes, il y a malheureusement, chez certains, une envie d'exister socialement en mettant ces combats-là en avant, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sincères dans le combat qu'ils mènent. Et il y a chez d'autres une pensée, et ça se traduit dans leurs actes, c'est-à-dire que avant que nous on se lève, c'est-à-dire ces personnes-là, personne n'avait jamais rien fait avant. Si jamais aujourd'hui ils peuvent se lever, c'est parce que d'autres se sont levés auparavant. Et donc, pour revenir à ta question, je pense que aucun épisode aussi discriminant soit-il, aussi violent soit-il, ne peut enlever la dignité à un être humain. Et je vais te dire, même dans les fers de l'esclavage, moi je suis issu d'un peuple né dans les fers de l'esclavage. Je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, très clairement. Il n'y aurait pas de Guadeloupéen noir s'il n'y avait pas eu l'esclavage. Et même là, pour moi, on n'a pas retiré la dignité des gens. C'est-à-dire, ils ont tenté, par toutes les actions, par la chosification de l'être humain, par des termes qui étaient des termes animaliers pour nous appeler, pour nous nommer. Mais en réalité, nous restions des êtres humains. Quoi qu'il arrive, un être humain reste un être humain. Et aucune politique, que ce soit durant l'apartheid, que ce soit durant la colonisation, même si dans le regard du puissant, il t'oppresse, mais en réalité, tu restes un être humain. Tu n'es pas séparé du reste de l'humanité. Tu es séparé du monde de celui qui t'oppresse, mais pas de l'humanité. Ce n'est pas lui qui décide de ce qu'est l'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois que l'on change notre mode de pensée, que l'on fasse évoluer nos mentalités, c'est-à-dire à quel moment on ne se voit que comme la victime de l'autre, et à quel moment on est capable de dire à l'autre, contrairement à ce... Alors, il a eu raison de l'écrire, évidemment, Les damnés de la Terre, Frantz Fanon écrit Les damnés de la Terre, mais d'être capable de dire à l'autre, si d'autres avant moi ont été des damnés de la Terre pour toi, moi je ne suis pas un damné de la Terre. Et je ne serai pas dans ton regard ce que tu penses que je suis et ce que tu voudrais que je sois. C'est très important. Quand tu pars de cela, quand tu as ce postulat-là,
Je t'assure qu'après, tu mènes le combat autrement et tu regardes les choses autrement. D'accord. Et moi, Je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question, mais... c'est une belle introduction par rapport à tout ce qu'on... Par rapport à ce qu'on va parler, en fait. D'accord. Il y a beaucoup de sujets par rapport à tout ça. Parce que là, je voudrais savoir, parce que beaucoup d'entre nous parlent de panafricanisme. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous donner une définition claire pour tout le monde, en fait? Le panafricanisme, et contrairement à ce que beaucoup de jeunes pensent et qui ne connaissent pas leur histoire, n'est pas né en Afrique. Le panafricanisme est né à la fin du 19e siècle, entre les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Le panafricanisme a eu pour premier événement, qui a rassemblé énormément de monde, un congrès à Londres en 1900. Il faut bien savoir qu'en 1900, les guerres coloniales ne sont pas encore terminées. Il y a encore la France qui guerroie en Afrique pour s'assurer d'avoir maté toutes les rébellions, tous les peuples qui refusent d'être sous la domination de la nation européenne venue civiliser, dit-elle, l'Afrique. On sait très bien que ce n'était pas pour ça, mais c'est le potentiel que permettait l'Afrique en termes d'industrialisation, en termes de matières premières à découvrir et savoir ce que l'on va faire de ce que l'on découvre. C'était ça en réalité. Et donc, ce panafricanisme, il naît avec ceux qui ont déjà subi et subissent depuis des siècles l'extrême violence des puissances européennes et des nouvelles puissances du dit Nouveau Monde, érigées sur la spoliation des terres des peuples autochtones et la déportation des Africains. Donc c'est une confiscation à perpétuité des terres de celles et ceux pour qui c'était une terre ancestrale. Et la déportation de peuples décidés par l'Église d'ailleurs. Le panafricanisme, il naît dans cela. Il naît parce que tu as de l'Amérique du Sud, du Brésil jusqu'à l'Amérique du Nord, tu as des gens qui ont été déportés de régions différentes, qui se retrouvent. En Guyane, tu as des peuples comme les Aloukou, les Bushinengue, qui ne parlent pas créole, même si certains peuvent parler créole aujourd'hui, mais ils ne parlent pas créole, mais ils ont une langue qui leur est propre. Et lorsque tu écoutes certains mots, c'est un mélange de plusieurs langues d'Afrique de l'Ouest et du bassin du Congo et du golfe de Guinée, donc en général. Et donc, le panafricanisme, il naît dans tout ça. C'est une réponse, le panafricanisme, à l'extrême violence que subissent les Afros en terre caribéenne et en terre américaine. Le premier congrès a lieu à Londres en 1900 et c'est un avocat trinidadien qui l'organise. Et à ce moment-là, il y a Dubois aussi, Dubois, mais c'est un mot français, qui est là. Il y a quelques grands intellectuels qui sont présents à Londres pour entendre, mais ils sont tous des Caraïbes et des Amériques. Et pourquoi ça a été importé en France? Aujourd'hui, tout le monde lève le drapeau panafricanisme à tout va, à tort et à travers. Hein. Mais parce que alors il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Le panafricanisme, il vient aussi avec les écrits. Faut jamais oublier Césaire lorsqu'il écrit Discours sur le colonialisme. Il est le premier à écrire un tel ouvrage et à dénoncer la violence du colonialisme et à dire le problème de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré l'Europe. Et donc ça vient nourrir des nationalistes, des gens que par exemple au Congo, on les appelait les évolués, parce qu'ils sont allés à l'école coloniale, et ça vient nourrir leur envie de changer les choses. Quelqu'un comme Lumumba, il est fasciné par Kwame Nkrumah, qui obtient en 56 ou 57, ma mémoire me fait un peu défaut, mais c'est une de ces deux années-là, 57 je crois, prend l'indépendance, il est à la tête de la Gold Coast, la côte de l'or en français, et il en fait le Ghana. Juste à côté de la Gold Coast, il y a la côte de l'or, il y a la Côte d'Ivoire. Côte de l'or, Côte d'Ivoire. Ce sont des noms de comptoirs coloniaux. On parlait de dignité tout à l'heure. Kwame Nkrumah dit... Terminé. Je veux pas, mon pays ne sera pas le nom d'un comptoir colonial. Si Kwame Nkrumah n'avait pas changé le nom, aujourd'hui, les Ghanéens, on ne les appellerait pas Ghanéens, mais nous, en français, on les appellerait les Lauriens. Et en Côte d'Ivoire, on les appelle les Ivoiriens. C'est à lui, on s'est habitué à ça, parce qu'on s'habitue à tout, l'être humain s'habitue à tout. C'est comme ce qui s'est passé en Rhodésie, qui après s'appelait le Zimbabwe. Le Zimbabwe, exactement. Ou comme le Burkina, qui était l'Haute-Volta. La Haute-Volta, on les appelait les Voltaïques.
Mais parce que c'était des noms de comptoirs coloniaux. Alors, la Rhodésie, c'était encore différent, puisque c'est Cecil Rhodes, sud-africain, et après, donc, et c'est lui qui crée la Rhodésie, Cecil Rhodes. Donc, c'est le nom de quelqu'un, en plus, tu vois, t'imagines le délire. Et le panafricanisme, donc, il est vraiment, c'est dans les années l'après-guerre. C'est là où le panafricanisme, en Afrique, commence à germer. Il germe parce que Marcus Garvey est un des plus flamboyants panafricanistes de l'histoire. C'est lui qui prône le retour en Afrique de tous ces esclaves, de tous ces descendants d'esclaves. C'est lui qui est armateur. Il veut affréter des avions il veut affréter des bateaux pour aller en Afrique. C'est lui. Donc, il est jamaïcain. Ce sont des Caraïbéens. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas ça et pensent que le panafricanisme est né avec nous. Qui vociférons ou qui menons des combats légitimes ou qui il y a des gens qui je suis panafricaniste et juste parce qu'ils disent à mort l'Europe, à mort les blancs, à mort. C'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est pas la haine de l'autre, c'est l'amour de soi. C'est notre capacité à construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est ça le panafricanisme. Et le panafricanisme ne s'embarrasse pas de racisme. Il n'a pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu dis alors tu sais, parce que quand on parle de panafricanisme, avec ça va avec comment dire, revenir, comme disent les Anglais, les Américains, ils disent for us, by us, for us. Ouais, bien sûr. Est-ce que toi, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi? Tu penses que les Noirs devraient se replier vers eux-mêmes? Que entre nous, business entre nous, manger entre nous. Ça veut rien dire. Ça, business entre nous, manger entre nous. L'être humain a droit de manger ce qu'il veut à travers la planète. S'il a envie de manger des litchis, il mange des litchis. S'il veut manger du pundu, il mange du pundu. S'il veut manger le colombo, il mange du colombo. S'il veut manger du dombriquet à cochon, il peut manger du dombriquet à cochon. Excusez-moi, je me mets à parler créole. mais c'est ça, l'être humain. C'est là où il ne faut pas que l'on soit en dehors de l'universel. Et l'universel, ce n'est pas l'autre. C'est pas la civilisation occidentale qui est universelle. Chaque être humain porte en lui l'universalité. Chaque civilisation porte en elle l'universalité. Sinon, ça veut dire qu'il y a une catégorie de gens qui sont des êtres humains et les autres qui sont en périphérie de l'humanité. Donc, pour revenir à ta question justement sur, tu me disais... Le rester entre soi. Voilà. For us by us. Ça, c'est né dans les années 90 avec la marque de Fubu. Voilà. Et très clairement, moi, je pense, et là, on va faire de la politique. Je pense que ce monde a été créé et basé sur des instances, des institutions, des règles qui ont été édictées par l'Occident. Pour faire court et résumer les choses. Les Nations Unies sont nées après la Seconde Guerre mondiale, et sont nés sur les cendres de la SDN, la Société des Nations, qui jusque-là était à Genève, pays neutre. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Les premiers vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale occidentale. Et ils ont donc établi des règles où ce sont les maîtres du monde. Les Américains et les Occidentaux en particulier. Comme ils ne pouvaient pas fermer totalement les choses et qu'il y avait une telle puissance de la Chine, il fallait que la Chine soit également au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ne pouvaient pas se fermer à la Russie, qui est quand même le deuxième grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui finalement finissent par écraser l'Allemagne nazie, le Troisième Reich. Ils sont au Conseil de sécurité et ont un droit de veto. Et puis il y a l'Afrique. L'Afrique, lors de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, contrairement à ce que beaucoup disent, beaucoup de jeunes, et il faudrait qu'ils se cultivent sur ça, ils disent oui, l'Europe c'est partager l'Afrique. C'est pas tout à fait ça le postulat. 2 secondes. Là, tu as dit un truc et je suis obligé de rebondir dessus parce que tu nous as parlé des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Tu nous as parlé de l'Amérique. Tu nous as parlé de la Chine. Tu nous as parlé de l'Union soviétique à l'époque, l'Union soviétique. Et tu nous as parlé de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Et les autres, ce sont des pays. Mais totalement. Mais oui. C'est la honte pour nous quand même. Non. Comment ça on se compare à des pays? Non. Nous, on a un continent. Oui. On se compare à des pays. Mais c'est un continent colonisé à ce moment-là.
Ce sont pas des pays. En 45, il n'y a pas de pays, il y a des comptoirs coloniaux. Il n'y a pas de pays, ils sont pas indépendants. Houphouët-Boigny, il est député français. C'est ça le truc, c'est que il n'y a pas de pays dit souverain. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a au moment des indépendances, on morcelle un continent avec des pays artificiels, des frontières artificielles, justement héritées de cette conférence de Berlin, où donc l'Europe ne se partage pas l'Afrique, mais ils décident. Au départ, tout le monde se réunit autour du bassin du Congo. C'est-à-dire, c'est là où ils pensent qu'il y a les richesses, parce qu'il y a des forêts énormes. Donc on dit la richesse, elle est là. Et ils décident qu'ils vont se partager le gâteau, mais que le bassin du Congo et le reste de l'Afrique seraient des marchés ouverts pour les multinationales occidentales, européennes, donc, mais occidentales en général. Les Américains soutiennent la Belgique, d'où le gros gâteau congolais, pour un mec, le roi des Belges, Léopold II. Et et puis après les autres, bon ok, moi je veux cette partie-là, parce qu'ils sont déjà en conquête, ils sont déjà présents, ils ont déjà des missionnaires qui sont là. Ok, moi je veux ce gâteau-là, parce que là je sais qu'il y a ça, là je sais qu'il y a là. C'est comme ça que les choses se passent. Donc là et aujourd'hui, on revient aux Nations Unies, on est dans ce schéma-là en réalité. Ce schéma-là n'a pas changé. L'Afrique est un des greniers du monde, où l'industrialisation est au niveau 0,5. C'est ça la réalité. Et qu'il n'y a pas intérêt à ce que ce continent se développe, parce que s'il se développe, il devient puissant. Et il y a eu énormément d'ingrédients depuis des siècles qui normalement pourraient nous faire dire qu'il est impossible de s'en sortir. C'est ça le vrai problème. Et quand moi je vois, depuis 2 ans j'observe beaucoup, j'observe des panafricanistes parler. J'observe des femmes et des hommes qui ont beaucoup de talent, qui sont très intelligents, qui sont brillants, qui ont une force de conviction réelle. Mais moi, je sais quels sont les ingrédients, et je pense que certains d'entre eux savent quels sont les ingrédients qui, normalement, doivent nous conduire à réussir, et quels sont les ingrédients très présents qui expliquent que l'échec n'est pas prêt de s'arrêter, va se perpétuer comme ça, pendant encore des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Donc on en revient à une question politique. Moi je pense aujourd'hui que l'Afrique ne peut pas s'en sortir, et je parle de l'Afrique dans sa globalité, ne peut pas s'en sortir si elle ne décide pas, et toutes les nations, même si ce sont des pays artificiels, mais si tous les pays ne décident pas à marche forcée de donner une autre éducation aux populations, une éducation réfléchie. Et cela, ça peut porter ses fruits dans 25 ans, pas avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'une nouvelle génération de gens, il faut que l'Afrique sorte, que tous les pays d'Afrique sortent des instances dites internationales. Il faut que, ça veut pas dire se couper du reste du monde, mais tu peux pas être dans un jeu où t'es perdant, où t'as pas les bonnes cartes, où tout le monde a 5 cartes, et toi t'en as une, et t'as la carte la plus mauvaise. D'accord. Mais là, c'est le non, mais Mali. je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Non, mais justement, Parce que le Mali a essayé de le faire. Non. La Mali, non. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut essayer de le faire. C'est-à-dire, c'est de dire, nous sortons de ces instances-là parce que quelque part, lorsque tu as l'Occident qui prône la démocratie, et les Américains ont partout dans le monde essaient d'imposer la démocratie par les armes. On l'a vu en Irak. On l'a vu en Afghanistan. En Afghanistan, ils ont perdu, ils sont obligés de partir. Tu peux pas faire des guerres de 100 ans. Et lorsque tu vois qu'ils imposent la démocratie par des armes, mais que dans les instances qui le dirigent, il n'y a pas de démocratie, l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est du cinéma. C'est comme, par exemple, Beyoncé et Jay-Z qui sont sur scène et le public qui est là. C'est pas le public qui décide. C'est Jay-Z et Beyoncé qui décident les chansons qu'ils vont faire sur scène. Et le public va applaudir. Et il va avoir le sentiment de voir leur star. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est dans ça que nous sommes. Donc moi je pense que lorsque le jeu, les dés sont pipés et que le jeu ne t'est jamais favorable, faut sortir du jeu. Sortir du jeu ne veut pas dire cesser de commercer avec le reste du monde. On a des choses à vous vendre, on va vous les vendre. Avant qu'il y ait l'esclavage, la colonisation, l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale occidentale, et les règles du monde, la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, l'OMC, l'OCDE, enfin tous ces trucs-là,
Avant qu'il y ait ça, l'Afrique vivait, les peuples d'Afrique vivaient. Aujourd'hui, on a accès à une technologie, souvent une technologie qui appartient aux autres, qui a été créée par d'autres, qu'importe. Aujourd'hui, on se dit, on va construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Faut pas essayer de revenir à ce que nous aurions pu être s'il n'y avait pas eu les épisodes d'esclavage et de colonisation. Parce que beaucoup de gens, moi je vois beaucoup de gens faire ça, je leur dis mais non, nous sommes des êtres différents. Sinon c'est schizophrénique. Si tu cherches à être ce que tes ancêtres étaient, quoi que ce soit, arrête. On n'est pas ça dans nos têtes, on n'est plus ça, faut oublier. C'est ça que lorsque j'entends même des jeunes parfois dire, souvent, je peux comprendre, hein, parce que moi j'ai été comme ça, parce qu'avec 15-16 ans, et dire Otep, ou ils sont congolais, ou ils sont camerounais, ou ils sont sénégalais, et ils ne se voient que dans l'Égypte pharaonique, je leur dis, mais pourquoi? Est-ce qu'un Italien se réfère à la civilisation viking? Non, mettez en valeur les identités qui sont les vôtres, tout en connaissant l'Égypte pharaonique. Merci, cher Anta Diop. Mais regarde, quand le Mali, ils essayent de marcher sans la France, peu importe les raisons, mais là, ils essayent de boycotter la France sur beaucoup de choses. Ils se battent avec leurs moyens. Et quand tu vois que ses voisins africains les boycottent... C'est plus complexe que ça. Et je vais te dire, le Mali, les dirigeants actuels du Mali, leur problème, c'était pas une violence envers la France. C'était pas un truc, on veut plus de vous, quoi que ce soit. C'est qu'il y a dans ce pays une sorte de, comment dire, d'impunité pour des djihadistes qui ont morcelé le pays, qui occupent près des 2/3 du pays et qui empêchent ce pays d'aller vers un développement qui lui est propre. En tout cas, que les populations souhaitent, ou en tout cas une quiétude pour que les populations puissent vivre paisiblement. Et donc, lorsque vous avez une armée lorsque vous avez une armée étrangère, votre allié, qui est là depuis des années et qui n'arrive pas à venir à bout de ces djihadistes, et cette armée qui vous dit votre armée ne peut pas aller dans tel ou tel endroit, qu'est-ce que tu fais? Tu dis on n'est plus copains, mec. Donc il faut sortir de mon territoire, on va se démerder tout seul, ou on fera appel à d'autres partenaires. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'État malien fait, c'est de faire appel à d'autres partenaires. Et comme personne ne veut entendre et ne veut comprendre, et comme la perception qu'ont souvent les Occidentaux, et parfois même les Français, de l'Africain, c'est comment il comprend pas, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Mais comment? Mais parce qu'on a habitué aussi les autres à se comporter comme ça avec nous. Je reviens à ma phrase. Je ne veux jamais être dans le regard de l'autre ce qu'il pense que je suis ou ce qu'il voudrait que je sois. Et là, quand tu comprends ça, tu changes ton comportement. Donc l'État malien, il n'est pas en guerre contre la France. Il est dans une guerre pour changer les réalités de son pays. Alors forcément, ça passe par une opposition avec la France. Une opposition politique, une opposition militaire. Enfin, pas militaire, non, heureusement. Mais politique, diplomatique. Ok. Mais c'est tant mieux. Mais alors pourquoi le Sénégal et les pays limitrophes sont rentrés dans l'affaire et font un embargo sur le Mali? Parce que leur réalité est différente. Parce que leur lien avec l'ancienne puissance coloniale est différente. Parce que les liens d'amitié parfois entre les gens expliquent aussi des situations. C'est ça le monde, hein. C'est comme ça que le monde est fait. Et encore une fois, tu disais tout à l'heure, mais l'Afrique, c'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent avec des pays. Eh ben voilà, avec des pays. Avec des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts des autres pays. D'accord. Ben là, je vais mettre un bémol. Tu vois, parce que je vais mettre un bémol sur ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Parce que, non mais là où je veux t'emmener en réalité, c'est à revenir sur le panafricanisme. La notion de fraternité entre les Afros, elle n'est pas née en Afrique. Elle est née dans le panafricanisme et elle est née dans le panafricanisme des Caribéens. C'est frères, ceci, cela. C'est frères, sœurs. C'est vraiment né à ce moment-là. Et donc, est-ce que au moment, lorsque tu as par exemple, et je vais faire un petit crochet vers l'histoire de l'esclavage. Tu sais, souvent, tu as des Français blancs connaissent pas beaucoup l'histoire, ou même des historiens qui te disent « Oui, mais ce sont les Africains qui ont vendu des Africains. » Sous-entendant, ce sont des Africains qui ont vendu leurs frères. Et à ça, moi, je réponds toujours « Mais celui qui était du royaume Congo, c'était pas le frère du Mandingue. Tout comme les Romains n'étaient pas les frères des Gaulois. Les Visigoths n'étaient pas les frères des Ostrogoths, ni les frères des Vikings.
Et quand tu commences à leur dire ça, ils commencent à réfléchir. C'était pas son frère. Si jamais moi j'ai fait la guerre avec le royaume d'à côté et j'ai réussi à avoir des prisonniers, ce sont que des prisonniers. Et c'est en cela qu'il faut sortir de la notion aujourd'hui, avec des États occidentalisés, sortir de la notion, mais comment des pays voisins africains arrivent à pactiser avec un autre contre... Oui, mais là... C'est pour ça que je dis que le problème du Mali peut pas se régler parce que le Mali décide. Il faut que l'Afrique décide de dire « Hey, on arrête de jouer parce que c'est un jeu de dupes. » D'accord. Mais là, quand je te parle du Mali et du Sénégal, ça, c'est On peut deux parler pays... de la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Oui, ça, ces trois pays, c'est des pays frères. Parce que c'est le même peuple. Tu vas trouver des Soninké et des Peuls un peu dans les trois pays. Bien sûr. Sûr et certain. Jusqu'en Guinée. Bien sûr. Donc, là... C'est pas comme les gens du Congo ou les gens de Centrafrique. Mais au Mali, il n'y a pas que des Soninké. Oui, d'accord, on est d'accord. Mais ils parlent tous à peu près la même langue. Oui. Ils se comprennent tous les uns les autres. Même s'il y a des dialectes différents, mais il y a une langue commune. Comment ça se fait? Il y a des langues, mais oui, mais je suis d'accord. Comment ça se fait que ces deux pays frères se font la guerre? C'est pas une guerre avec les armes, mais se font la guerre par rapport à un pays qui vient de l'Occident. Tu parles du Sénégal et du Mali. Mali. Alors, on pourrait faire un peu d'histoire. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu au moment de l'indépendance une volonté de créer, puisque le Mali c'était le Soudan. Oui, c'était le Grand Soudan. Et exactement, et tu avais le Sénégal. Et l'idée c'était, ils voulaient créer entre le Sénégal et le Mali la fédération du Mali. Et finalement, on pense que c'est Senghor qui lui-même joue pas le jeu à fond, quoi. Voilà. Bref, mais je referme cette parenthèse. Donc oui, mais au Sénégal, tu as aussi des Sérères, tu as aussi des Wolofs, tu as aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que il faut quand tu reviens à ce que sont les frontières des pays d'Afrique aujourd'hui, tu comprends les problématiques également inhérentes et les problématiques au quotidien des États. C'est-à-dire que ce sont des États artificiels. Et est-ce que les femmes et les hommes qui appartiennent aux élites africaines sont capables de se dire est-ce qu'on peut faire sauter toutes ces frontières? Est-ce qu'on peut changer les frontières? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'intellectuellement, est-ce que, en termes de conviction, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire entendre à nos populations qu'on va changer les frontières? C'est un défi de civilisation, hein. Mais est-ce qu'ils le veulent? Mais c'est ça la vraie question. C'est pour ça que je te dis, tu sais, on peut crier tout ce qu'on veut, on peut faire des centaines d'heures d'émissions. Tu peux inviter les femmes et les hommes les plus panafricanistes du monde. Tu peux inviter les plus grands économistes. Tu peux inviter autour de la table. On peut parler pendant des milliers d'heures. On réglera pas le problème. Le problème, les virus dans nos logiciels sont tellement nombreux, tellement violents, tellement destructeurs, qu'on a ni la possibilité de les enlever, ni chez certains l'envie de les enlever, parce que certains y trouvent leur compte. Tu vois, là, tu as dit certains trouvent leur compte. Donc, mais c'est ça, l'être humain. Dans ça, tu vois, là, je retournais le truc. C'est pour le panafricanisme aujourd'hui. Ouais. Tu vois, et c'est aujourd'hui, quand il y a un événement, par exemple, ce qui s'est passé au Maroc, ou ce qui s'est passé en Tunisie récemment, quand il y a des violences faites contre les Noirs, il y a toujours des gens qui viennent crier au scandale. On nous montre il faut le faire. On nous montre un bout d'image. Et nous, on est là comme des fous. Est-ce que ça sert quelqu'un? C'est-à-dire? Ou un groupe de personnes. Le fait de protester? Non, le fait d'attiser des haines entre des peuples. Parce que là, ils vont dire, ouais, là, le racisme noir-arabe, parce que là, on va mettre ça en avant. Souvent, c'est comme ça, et je sais pas si ça tire, si ça... Mais qu'importe. Non, pas qu'importe, parce que si. en fait, ce que je vais essayer de te faire comprendre, c'est que dans chaque communauté, il y a ce genre de problème. Dans chaque communauté, par exemple... Alors, tu m'as pris des exemples précis. Oui, mais je peux te donner d'autres exemples. Et ce ne sont pas des exemples qui relèvent de la responsabilité de peuple, mais qui relèvent de la responsabilité de responsables politiques. Parce que là, regarde... On parle de rapport entre États. On parle d'une responsabilité qui incombe à des politiciens, à des dirigeants.
On ne parle pas de la... Alors ça peut évidemment créer des frictions entre les peuples, mais là on parle pas de la responsabilité des peuples, là. L'histoire, tu sais, quand tu parles de ça, lorsqu'il y a eu en Libye, lorsqu'on a découvert cet esclavage-là, il y a deux personnes, les deux premières personnes qui se sont levées, je le dis sans président, la première personne c'est moi. Où j'ai organisé d'ailleurs à Paris la manifestation le 18 novembre, qui n'est pas un jour anodin le 18 novembre. Le 18 novembre, c'est le jour de la bataille de Vertières, au cours de laquelle en 1803, le Dessalines met en pièces le dernier corps expéditionnaire de Napoléon Bonaparte. Haïti, force. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, c'était tout un symbole. Et la deuxième personne qui se lève, c'est un autre Guadeloupéen, Max Mathiezin, député de la Guadeloupe. Pourquoi est-ce qu'on se lève les premiers? Pourquoi est-ce que c'est nous qui nous sommes levés pour dénoncer? Parce que nous, dans notre chair, on sait ce que c'est que l'esclavage. Je sais pas, et toi, tu dois le savoir aussi. Dans notre chair, on sait ce que c'est. Donc, tu te lèves, tu dénonces. Moi, si tu regardes ma colère, elle est simple. Elle est dirigée contre ce qui est commis en Libye, dans une Libye qui a été détruite, qui était la Libye de Kadhafi, qui a été détruite. Je proteste contre l'Union européenne, qui, quelques mois auparavant, avait donné une rallonge de 200 millions d'euros à Frontex pour bloquer les migrants, et qui s'était arrangé avec l'État libyen pour bloquer justement les migrants. Donc, si tu veux, on avait donné des permis de tuer aux gens, et puis, je m'en suis pris aux chefs d'État africains. Je leur ai dit, regardez où conduit vos politiques. Et c'était même moi après, je me suis dit pourquoi. J'ai voulu effacer la vidéo. Au bout de quelques heures, j'ai voulu l'effacer. Quand je viens pour essayer de l'effacer, elle est à plus d'1 million de vues. Et après, elle est passée 5-6 millions. Mais parce que je me suis dit, j'étais trop en colère. Je voulais pas. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis pas quelqu'un qui m'en prend aux gens comme ça. Mais parce que tu disais tout à l'heure, oui, mais lorsqu'on exprime cette colère-là, et après, ça monte les peuples les uns contre les autres. T'es obligé de dénoncer lorsqu'il faut dénoncer. Non, je dis pas qu'il faut pas dénoncer. Puisque regarde, là, ce qui s'est passé, par exemple, au Maroc, ce qui se passe au Maroc. Ouais. Mais ça, c'est pas... C'est l'État marocain, et c'est pas que l'État marocain. C'est pas que l'État marocain, puisque ça, c'est qui? C'est l'Europe. Parce que l'Europe, ils payent le Maroc pour faire un État tampon. Pour pas que, mais c'était avec la Libye, c'était pareil. Pour pas que les migrants rentrent en Europe. Mais avec la Libye, c'était pareil. Et encore là, c'est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres... Mais ça change rien. C'est-à-dire, même si tu pointes du doigt le premier responsable, le deuxième responsable, le troisième responsable, le quatrième responsable, même s'il y a 100 responsables, tu peux dénoncer ça. Tu ne règles pas le problème. Et après, pour cette vidéo par rapport au Maroc, il y a quelqu'un qui est sur YouTube, un YouTuber qui avait mis une vidéo en disant que, regardez, l'avant, que c'était les migrants africains qui sont arrivés en mode émeute pour forcer. Donc, il y a une riposte. Moi, je suis pas en train de justifier les morts en disant que... comme non, mais je comprends. Mais c'était disproportionné. C'est vrai que la riposte était... Il n'y a aucune raison de tuer des migrants. Tout à fait, aucune. Mais le mais, c'est pas par rapport aux morts. Hein. Non, c'est par rapport à l'attitude. Non, même pas. Aux images qu'on balance. Sans filtre. Oui, sans filtre. Et comme tu as dit, nous-mêmes, noirs, on est sensibles à tout ça. Certains comme nous, caribéens, nos ancêtres, ils ont subi l'esclavage. D'accord? Donc, on va être sensible à tout ça. Et je vois pas ce que ça va emmener de bien en relayant ces images des milliers, des milliards de fois. Je suis pas d'accord, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de relayer, parce que on est dans un monde de l'image et de l'information qui circule. Le problème, c'est pas de relayer, c'est les commentaires que tu fais. Lorsqu'il y a eu, je vais prendre un autre exemple, pour que on soit, je suis sûr qu'on sera d'accord. Lorsqu'il y a eu, avec les premiers confinements en Chine, avec le Covid, et certains Noirs on les a accusés, eux, d'avoir amené le Covid. Certains ont été maltraités et certains ont fait des vidéos pour expliquer. Et il y a eu des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit, moi je sais que j'en ai balancé quelques-uns, j'en ai bloqué quelques-uns sur mon compte Facebook et autres, qui disaient, loi du talion, si les Chinois s'en prennent aux Africains, nous on va s'en prendre aussi aux Chinois. Et ça, et si tu veux, lorsque moi j'ai des réactions comme ça, je leur dis, vous ne pouvez pas vous en prendre à des gens qui n'ont rien à voir.
là, c'est la responsabilité de l'État chinois et des personnes qui commettent des crimes contre des Noirs en Chine. Donc, je sais pas, sinon la notion de justice n'existe pas. Et je leur ai dit, puis comment vous allez faire, vous, pour reconnaître un Chinois d'un autre, d'un Vietnamien, d'un Laotien, d'un Cambodgien, ou même des Chinois de la Réunion? Comment vous allez faire pour les reconnaître? Et là, les gens, pour moi, Chinois, c'est Chinois. Tu vois, parce que c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais l'humanité, ce qu'elle est. Et le racisme, il est partout, en réalité. Et donc là, tu vois, on en revient à ça. C'est-à-dire, tu as des gens, c'est les commentaires que tu fais. Moi, lorsque je vois ça, je ne deviens pas raciste envers les Chinois. Je dis juste que moi, j'ai appris avec l'État chinois. Si c'était passé la même chose en Guadeloupe et un jour, il y a très longtemps, un homme que j'aimais, qui était un artiste, un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Ibo Simon, et Ibo Simon s'en est pris aux Haïtiens il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années, s'en est pris aux Haïtiens en Guadeloupe, en faisant des expéditions punitives contre des Haïtiens, eh ben j'ai injurié le gars, j'ai marqué je me suis désolidarisé de lui, j'ai dit ce que je pensais. Pourtant, c'est chez moi en Guadeloupe, hein. J'aurais pu dire, ah, mais c'est en Guadeloupe, ah ouais, mais c'est, tu vois, non. Il faut être du côté de ceux qui subissent l'injustice. Ah ben ça, c'est tout le monde qui est comme ça. Non, non, tout le monde n'est pas comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça parce que je vais te dire, dans l'histoire de l'humanité, tu as des peuples qui ont subi le pire et qui reproduisent le pire sur ceux qu'ils oppressent après. Tu retrouves ça avec l'État israélien envers les Palestiniens. Normalement, ce peuple-là aurait dû être un des peuples les plus accueillants du monde. Tu retrouves ça en Afrique du Sud. Lorsque tu vois comment les Sud-Africains noirs traitent les Sud-Africains, traitent les Noirs venus du Congo, du Zimbabwe, qui viennent chercher du boulot, qui font les petits boulots en Afrique. Ben, il y a eu des ratonnades et des morts. Je emploie le terme français, mais il y a des expéditions punitives et il y a eu des morts. Ils ont tué des gens parce qu'ils disent que ceux-là viennent leur prendre leur boulot. Et pourtant, quand tu sais ce qu'a subi ce peuple sud-africain noir durant l'apartheid, et ils sont capables de reproduire les choses. Quand tu sais que nous, en Guadeloupe, l'esclavage que ça a été, et que Haïti nous a donné une fierté, et toi, t'es Guadeloupéen, soi-disant militant, et tu fais des expéditions punitives en disant les Haïtiens, les Haïtiens. Non, si t'as un problème avec une famille qui commet, ou quelqu'un, c'est la personne même. Mais la personne, elle n'est pas une identité, elle est une entité en elle-même, une entité citoyenne, civile, ce que tu veux. Et c'est ça, c'est là où je te dis, dans les réactions, tu me dis, faut faire faut faire attention à ce que l'on dit. Faut être responsable. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et des gens qui mènent des combats, des gens qui sont des militants, je veux même pas les appeler panafricains, mais qui sont des militants, ils manquent de sens des responsabilités. Et je pense qu'un jour, certains d'entre eux, on leur ressortira ce qu'ils ont dit dans des vidéos, ce qu'ils ont écrit sur leur page. Moi, je peux te dire, je n'ai à rougir d'aucune de mes déclarations. Aucune. J'assume tout ce que j'ai dit. Et je mesure toujours mon propos. Toujours. Et qu'est-ce que tu... Mesurer veut pas dire que mon propos n'est pas clair, précis et déterminé. Hein. Non, on est tout à fait d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de certains militants panafricanistes comme Kemi Seba ou Eguchi de la LDNA, qu'ils arrivent avec force et des fois même avec des propos injurieux contre des présidents de certains pays africains, et ils viennent dans leur pays en les insultant pour essayer de rallier les peuples. Mais en sachant que le président, il a son parti, il a des gens qui l'aiment et qui le suivent. Bien sûr. Il arrive dans un pays qui n'est pas le sien. Comment tu expliques cela? Tu vois, moi déjà, tu ne me feras jamais dire quoi que ce soit en public contre des panafricanistes ou contre des femmes et des hommes qui militent, même lorsque je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs postures. Parce que je sais qu'ils participent toutes et tous à une prise de conscience, avec probablement parfois des excès enfin, en tout cas que l'on peut considérer comme étant des excès. Mais on est dans une période où il faut que les excès sortent. Il faut que les gens déversent et s'expriment. Ça durera pas longtemps. Et moi, je sais que ça ne durera pas longtemps. Mais il faut que ça sorte. Il faut que certains, et je parle pas de ces militants que tu as cités, mais il faut que celles et ceux qui reçoivent ça le prennent ou le rejettent ou l'acceptent, le digèrent
et que ça commence à les faire réfléchir. Et je sais qu'il y aura une période plus apaisée, qui moi, et que j'appelle de mes vœux, et qui sera une période où les gens seront beaucoup plus stratégiques. Mais ils seront beaucoup plus stratégiques de façon collective. Maintenant, tu as cité deux personnes que je connais très bien. J'ai connu Kémy Séba bien avant. Et Gucci aussi, avec qui régulièrement je parle et on se parle beaucoup. Et d'ailleurs, même lorsque je me suis retrouvé sur des plateaux de télévision où on a voulu que je dise du mal des Gucci, je ne l'ai évidemment pas fait. Et Moi, personnellement, je les connais pas. Personnellement, je les connais pas. Mais moi, je juge par rapport à leur sortie. Mais je comprends. Alors, sur les chefs d'État. Alors moi, je vais pas te répondre en dénonçant, c'est pas que j'ai la langue de bois, quoi que ce soit, c'est que je m'accorde un principe, en tout cas, et je m'y tiens, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Et je vais te dire ce que moi, je ne ferai jamais. Jamais je n'irai dans un pays dont je ne suis pas le citoyen pour insulter un chef d'État. En revanche, moi, en tant que être humain, citoyen du monde, si un président envoie sa police massacre des jeunes, moi je prends la parole pour dénoncer ce qui est perpétré. Mais jamais je ne vais m'immiscer dans la vie politique d'un pays parce que je n'en suis pas citoyen. Je ne l'ai jamais fait. Alors certaines personnes disent « Ah mais Claudie c'est l'ami des présidents, c'est l'ami de tout ça ». Je suis l'ami d'aucun président. C'est un truc, et je sais que c'est un panafricaniste qui a voulu sortir ça en pensant me mettre une peau de banane. Je suis pas l'ami des chefs d'État. Mais parce que pourquoi ils le disent? Parce qu'on te voit dans certains banquets. Non. Récemment. Non, mais justement, voilà. je vais te dire. On me voit pas dans les banquets. Et je vais venir au banquet dont tu parles, au gala dont tu parles, le gala de charité dont tu parles. Ouais, de Madame Ouattara. Exactement, de Dominique Ouattara. Et moi, on me voit pas dans les banquets. Je suis l'ami d'aucun chef d'État. Ou alors je devrais dire, oui, je suis l'ami de deux chefs d'État. Patrice Talon, mais je l'ai connu avant qu'il soit président. Si toi, demain, tu deviens président... Et après, on va me reprocher qu'on soit potes. On va dire ouais, mais tu le connais, tu es l'ami des chefs d'État. Je dis ouais, mais je l'ai connu avant. Il m'a fait une interview, on était ensemble et tout, on a refait le monde ensemble. De quoi tu me parles, tu vois? Et c'est pareil pour Patrice Talon. Michel Martelly, en Haïti, il a été président, mais il faisait de la musique avant, Michel Martelly. Avec mon frère Michel Martelly, les enfants de Michel Martelly et tout, on est liés comme les doigts de la main. Donc, et moi, c'est pas... Et il est devenu président, le gars. Mais lorsqu'il était président, moi, je me suis jamais immiscé dans la vie politique haïtienne. Patrice Talon est président du Bénin, je ne me suis jamais immiscé dans la vie politique béninoise. Et je ne le ferai nulle part. Dans aucun pays. Je ne me permettrai pas ça. Maintenant, sur l'histoire du gala. Faut juste revenir... Alors, moi, je n'avais jamais fait de gala de Dominique Ouattara. J'aurais pu en faire auparavant. J'ai jamais fait de gala. Jamais participé à aucun de ces galas. Il était prévu, normalement, que le président Ouattara ne se représente pas. Il ne devait pas y avoir de troisième mandat, puisque d'autres dauphins avaient été désignés. Par qui? Par la France? Non, pas du tout. Par le président Ouattara lui-même. Il y avait Gon Coulibaly, qui était Premier ministre, qui est mort, déçu d'une... il était malade, d'une longue maladie, mais enfin, bref, il est mort. Il y a eu Ahmed Bakayoko, qui était un de mes copains, Ahmed, à l'époque où il s'occupait de Radio Nostalgie, il dirigeait Radio Nostalgie. Donc tu vois, il n'était pas du tout dans la politique à ce moment-là. Il était Premier ministre, tombé malade, il est mort. Et donc, le président Ouattara, moi je suis pas là pour justifier les troisièmes mandats. Les Ivoiriens, eux, c'est à eux de juger. C'est aux citoyens ivoiriens de juger et à nous de donner un avis si on a envie de donner un avis. Et donc, que s'est-il passé? Très clairement, eh bien, il a décidé de faire un troisième mandat. Bon. Mais moi, au départ, lorsque Dominique Ouattara me dit ce serait bien que tu sois au gala, cette fois on sera plus au pouvoir, et voilà. J'ai dit ok, je serai au gala. Et puis, il est à nouveau président pour les raisons que je viens d'évoquer, et j'ai dit à Dominique, je viendrai au gala. Et je suis venu au gala, je suis venu à un gala de charité, je suis pas venu à un gala politique, c'est un gala où il y avait toutes sortes de stars du continent, tu vois. Et t'as des gens qui n'ont vu que moi. Alors que moi, j'ai posté aucune photo,
Mais on m'a vu sur des photos, on attaque Claudiccia, on attaque l'antillais, parce que la xénophobie, là tu la vois. L'antillais, le ceci, le cela, regarde. Est-ce qu'un jour, on m'a vu prendre position pour dire aux Ivoiriens votez pour Alassane Ouattara? Est-ce qu'on m'a vu un jour prendre position pour dire votez pour Macky Sall? Est-ce qu'on m'a vu un jour dire votez pour Sassou Nguesso, votez pour Idriss Déby? Jamais. Je n'ai pas à faire ça. Le jour où je suis citoyen d'un pays, ouais, je le fais. Bien sûr que je le fais. En revanche, moi, je peux critiquer mon pays, la France, sur sa politique en Afrique. Ça, je le fais. Parce que je suis citoyen de ce pays-là, et dans le même temps, t'as des Africains qui me disent, c'est très important que tu entendes ça. T'as des Africains qui me disent, hey, toi, arrête de cracher dans la soupe, c'est grâce à la France que tu manges. T'as vu le cul entre deux chaises, comment je l'ai, là? Et tu dis aux gens, mais non, c'est mon pays, moi, je vis du fruit de mon travail, et ce pays-là, c'est le mien. Je suis pas une pièce rapportée. Ou disons, si je suis une pièce rapportée, oui, d'accord, très bien, mais ça, c'est une autre question. Une pièce arrachée, surtout. Exactement. Et comment tu justifies le fait que tu es rentré dans le gouvernement de Sarkozy? Je suis pas rentré dans le gouvernement. T'es pas rentré dans le gouvernement? Non. C'était des missions? Non. Alors comment tu appelles... Tu vois, c'est ça, la méconnaissance que les gens ont de la façon dont fonctionne un État. Entrer au gouvernement, c'est être ou ministre ou secrétaire d'État. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais délégué interministériel. Et délégué interministériel, c'est le plus haut grade de l'administration. Ce qui fait que lorsque Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle, moi je suis resté délégué interministériel. Et c'est moi qui ai démissionné, alors que la gauche voulait que je reste. Hein. J'ai démissionné le 27 juillet 2012 et j'ai repris la radio le lundi 30 juillet 2012. Et je n'ai été démis de ma fonction de délégué que le 4 octobre 2012. C'est-à-dire que pendant que j'étais même plus en fonction, je touchais encore le salaire du délégué interministériel. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsque d'ailleurs, alors certains ont dit, ouais, Claudiccia y est allé pour l'argent. Eh ben, je vais te dire, le fait que j'ai accepté d'être délégué interministériel, ça posait des problèmes à Bercy, à l'administration. Parce que comme moi, j'appartiens pas au corps, donc il a fallu, on te paye, comme tu es extérieur, on te paye en fonction de ce que tu gagnes au quotidien. Et lorsqu'il a fallu faire mon salaire, je dépassais, j'avais le salaire d'un ministre. C'est ça le truc. Et donc, c'est pour ça que lorsque les gens disent « Ouais, il y est allé pour l'argent », ben non. Parce qu'en plus, pour le coup, j'ai perdu de l'argent en faisant ça. Mais je l'ai fait parce que c'est très facile de dire « Ouais, la France ceci, la France cela, l'État ne fait rien, quoi que ce soit ». On te dit « Gars, viens faire ». Alors c'est où tu es très confortable en disant... Tu sais, c'est comme les gens derrière leur clavier, ils t'insultent, ouais, il faut qu'on se lève, Mais eux n'ont jamais rien fait, hein. Mais ils n'arrêtent pas de te dire, ouais, pourquoi tu fais pas ça? Et moi, je dis aux gens, bah viens, lève-toi. Mais est-ce que quand t'es dans le... Entre guillemets... Quand je suis délégué interministériel. Oui, j'allais dire dans le gouvernement, mais quand t'es délégué... Non, l'État. Non, okay. Je travaille pour l'État. Ok, quand tu es délégué... L'appareil étatique, l'appareil d'État. Tu peux dire l'appareil d'État. Quand tu es délégué et que tu es plus ou moins proche... Ah bah oui, c'est le président de la République qui te nomme. Voilà, ouais, bien sûr. Plus ou moins proche du président. Est-ce que là, tu te sentais comme muselé? Tu pouvais pas dire ce que tu voulais? Non. Tu sais, moi, il y a une chose. Et moi, je suis quelqu'un d'honnête. En tout cas, j'essaie de l'être vraiment au quotidien. Au départ, j'ai dit non, je voulais pas. Durant 2 mois, je disais non. Aux conseillers du président qui m'appelaient, je leur disais non, je ne veux pas. Je vais vous trouver quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Et en discutant avec mes proches, j'ai fini par accepter. J'en ai même discuté avant avec Christiane Taubira. J'avais dit, tu vois, j'ai dit grande sœur et tout, voilà, je t'explique, voilà ce qu'on me propose. Elle m'a dit, si c'est toi, vas-y, fais ce que tu peux faire. Et lorsque je finis par accepter, je leur dis, voilà, c'est moi qui décide de ma feuille de route, des actions que je veux mener, et je ne veux pas être associé à une campagne présidentielle. Eh ben, tu veux que je te dise, ils ont respecté ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on ne t'a pas vu pendant la campagne monter sur le podium avec Sarkozy et compagnie. Encore une fois, je n'appartenais pas à un parti, non, c'est-à-dire les Républicains, mais j'étais... ça s'appelait déjà les Républicains, oui. Mais j'ai travaillé pour l'État.
toutes les personnes qui travaillent pour l'État n'étaient pas au meeting d'un président. Moi, je suis un délégué interministériel. C'est simple, et c'est pour ça que j'ai pu dire tout ce que j'ai. Et dans mon dernier rapport, je dis un truc qu'aucun délégué interministériel n'a pu dire. Sauf Patrick Karam, qui avait été nommé avant moi. C'est lui d'ailleurs qui a ouvert la fonction d'ailleurs, hein, c'est Patrick Karam, moi je lui ai succédé. Mais personne n'a osé dire à l'État ce qui ne fonctionnait pas. Tous ceux qui sont arrivés, c'était profil bas, on dit rien, il faut pas faire de remue-ménage, il faut pas que ceci, parce qu'on a peur que, pour pas que le président dise. Moi, j'étais très clair. Dans mon dernier rapport, j'ai dit la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et que nous sommes fondés à aller vers une évolution statutaire qui va au-delà des articles 113-114, c'est-à-dire vers l'autonomie et plus tard l'indépendance. Donc, je suis resté un militant jusqu'au bout. J'ai fait des trucs, j'ai fait venir Kathleen Cleaver sous les ordres de la République grâce à Maboula Soumaoro pour le Black History Month sous les ordres de l'État. Tu vois, on a fait des trucs, on a monté des choses. Même si, truc banal, mais si tu vois la météo outre-mer sur France 2, c'est moi qui ai fait faire ça. Mais TF1 a dit, bon, ok, on va mettre de temps en temps, mais l'outre-mer. M6 m'a dit qu'ils feraient, ils font pas. France 3 n'a pas voulu faire quoi que ce soit. C'est pour te dire à quel point nous ne sommes. Et moi, je voulais montrer aux gens comment nous ne sommes pas des citoyens comme les autres dans ce pays-là. Donc moi, dans ma fonction, j'étais militant jusqu'au bout, mon gars. Jusqu'au bout. Alors effectivement, c'est une fonction. Alors je sais que beaucoup de gens se seraient accrochés, beaucoup de gens se sont battus, ils voulaient devenir délégués interministériels. C'est vrai que t'as un directeur de cabinet, t'as un chef de cabinet, t'as un chauffeur, t'as 3 chargés de mission, t'as un vrai décorum. Mais lorsque t'arrives quelque part, tu vois, t'es un patron, quoi. Mais moi, c'est pas pour ça que je suis venu dans cette histoire. C'est pour ça que j'ai voulu en partir aussi. Ok. Bah voilà, là, dernier petit point, dernier thème, vite fait, c'est les Antilles. Les Antilles, comment ça se fait que les Antilles sont traitées toujours comme des parias? Et comment ça se fait que y a une partie des Antillais, ils veulent rester français. Ils veulent pas prendre leur indépendance. Juste un truc que tu as publié sur Instagram, qui est vraiment... J'étais outré. Honnêtement, j'étais outré. L'histoire de la mangue antillaise. Comment ça se fait qu'ils traitent les Français de la sorte? Parce qu'ils peuvent pas traiter un Breton ou un Basque comme ça. Hein. Ça, c'est pas possible. Mais on en revient, c'est pour ça que mon dernier rapport en 2012, nous sommes en 2022, c'était donc il y a 10 ans, disait ça, et tout ce que je disais se mesure encore aujourd'hui. Si tu as l'occasion, va voir, même sur mes pages, et j'invite celles et ceux qui nous regardent à aller voir les quelques extraits de mon interview sur ces politiques avec Karim Rissouli, et où il y avait donc des journalistes face de moi et qui me posaient des questions sur le vote extrême droite des Antilles. Et j'expliquais que les gens de la Guadeloupe, ni de la Martinique, ni de la Guyane, ce n'étaient pas des gens qui avaient des idées d'extrême droite, mais qui en avaient assez d'être traités de cette façon-là. Et comme tous les Français, ils votent parfois en protestant. Oui, mais t'as pas dit que ça. J'ai pas dit que ça. T'as dit qu'il y avait 50%. Oui, alors j'ai expliqué, j'ai dit, et puis il faut relativiser, parce qu'il y a eu 58% d'abstention. Voilà, donc ça... Ah bah ça relativise tout. Ouais, c'est-à-dire que le vote, il est un peu caduque. Bah évidemment. Non, c'est pour ça que moi j'ai volontairement commencé en disant, je vous assure que les idées d'extrême droite ne sont pas des idées partagées par les gens des Antilles. C'est pour ça. Et j'ai dit, et puis, j'ai terminé en disant 58% d'abstention, ça veut dire beaucoup. Pourquoi on est traité comme ça? Parce qu'en réalité, le poids de l'histoire est toujours là. Mais pourquoi vous... Parce que l'histoire... Pourquoi vous accrochez à la France, en fait? Mais non, tu n'as pas des gens qui s'accrochent à la France. Tu as des gens qui sont français. Mais qui se disent non, mais il faut bien... Pour moi, les Antillais, franchement, on a beau dire ce qu'on veut, les Antillais sont des Français de seconde zone. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout le monde sait que je suis, moi, indépendantiste. Je suis pour l'indépendance. Mais ça ne veut rien dire si Claude Issard dit qu'il est pour l'indépendance. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est pas de ça dont on parle. On parle pas de nos petites idées à toi et moi. On parle d'un peuple qui, lui, il y a une promesse française et la France, elle doit répondre à cette promesse citoyenne. Et quelqu'un me disait, et je m'étais jamais posé la question en ces termes-là, il dit, attends, moi je vais te dire pourquoi je suis pas indépendantiste. Il me dit, la France a déporté nos ancêtres pour être là.
Et aujourd'hui, elle doit assumer le fait que l'on soit là. Et elle doit à la fois assumer le fait que cette inégalité, elle doit être réparée. Une fois qu'elle aura réparé l'inégalité, c'est nous qui déciderons de ce que l'on veut faire. Je crois pas. Parce que c'est comme si tu me disais que un type, il arrive, il viole une fille, c'est pas toi et il moi. fait l'enfant, et dit, tu dois assumer l'enfant. Tu as des gens qui le vivent pas de la même façon aujourd'hui. C'est ça que tu dois comprendre. Et c'est parfois ce que je reproche aux militants. C'est de ne pas être à l'écoute de ce que les autres pensent, de ce que la majorité pense, mais d'être à l'écoute que dans leurs idées, parce que dans leur tête, ça a tellement tourné, ils ont tellement réfléchi à la question, qu'ils pensent que c'est une panacée pour les autres. C'est là où on est en train de se tromper, c'est là où aux Antilles, certains se trompent, c'est là où en Afrique, certains se trompent, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce qu'est l'être humain dans sa globalité. Un noir n'est pas différent d'un blanc. Ah, je suis tout à fait d'accord. Il y a un moment, tu vois, dans sa façon d'aborder les choses, dans le syndrome de Stockholm. Ce syndrome de Stockholm, il n'a pas été inventé pour les Noirs, hein. Il a été inventé pour tous les êtres humains. Hein. Et là, tu as des entiers qui te disent « Je suis français. Je suis... » Et te disent « Je suis martiniquais de nationalité française. Je suis guadeloupéen de nationalité française. » Ça, c'est la réalité. Et puis, tu as un noyau dur qui est qui est persuadé que la dignité, elle est dans l'indépendance. Et effectivement, la France, moi, j'en veux beaucoup à l'État français aujourd'hui. J'en veux beaucoup à Emmanuel Macron. D'avoir traité l'outre-mer de cette façon-là. D'avoir supprimé François. Et je vais pas tout dire, mais je vais pas besoin de raconter ces trucs-là, mais j'avais proposé que les choses se passent autrement. J'avais expliqué pourquoi il ne fallait pas supprimer François. Parce que c'était le pire des signaux. Ça allait être une erreur stratégique d'un point de vue politique et une erreur politique. Et puis, il y a eu bien d'autres épisodes encore. En 2017, une majorité des gens d'outre-mer ont voté massivement pour Emmanuel Macron. Là, aujourd'hui, ils lui ont montré à quel point ils ne voulaient pas de lui. Alors, on ne représente rien puisqu'il a quand même été réélu. Moi, je suis pas en train de dire, puisqu'au deuxième tour, moi, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron. Mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Je m'interroge sur ce qui va se passer dans 5 ans. Je m'interroge sur ce qui va se passer pour l'outre-mer. Et je m'interroge sur la sincérité des femmes et des hommes qui sont en situation dans ce pays, au regard de ce qu'ils entretiennent de l'outre-mer. Pas ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a bien longtemps que l'injustice perdure, mais de ce qu'ils font encore subir, qu'ils entretiennent dans les outre-mer. Et je disais encore... sur ce plateau justement de ces politiques, je disais, et n'oubliez jamais une chose, c'est qu'il y a plus d'originaires d'outre-mer et d'Antillais en particulier en France hexagonale qu'aux Antilles, et qu'on est solidaires. Ok, merci beaucoup Claudicia. Donc c'est aujourd'hui, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait aller très loin. On pourrait aller très loin, ça c'est clair. Mais c'est quand tu veux, on peut recommencer. Merci beaucoup. Mais ça c'est clair, Je t'ai attrapé, je vais plus te lâcher. On pourrait parler de religion, Parce que je voulais te parler des Kémites, mais non, garde-en sous le pied, on en reparlera. Non, mais en tout cas, juste dire que la problématique religieuse, elle fait partie des ingrédients qui nous empêchent d'avancer et de sortir dans cette cage de verre dans laquelle nous sommes. Et je pense aux religions monothéistes importées et aux nouvelles églises charismatiques et tout cela. On est en train de fermer l'esprit de gens, et ça c'est terrible. Ça fait partie des ingrédients qui nous empêchent d'aller vers la victoire. T'inquiète, on ne fait que parler de la victoire, mais on ne va pas vers la victoire. Ok, bah t'inquiète pas, ça, on va en reparler, t'inquiète pas, on va en reparler, on va faire un partout. Mais là, on va garder sous le pied. Vas-y, merci beaucoup. Merci Claudie. Aïe aïe oui, on était sur Didi Cool TV avec Claudicia.